Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la vision 3D. Aujourd'hui, on va essayer de reconnaître des formes et trouver leur emplacement. Alors, au menu, le matériel que j'ai utilisé, comment j'ai paramétré tout ça, et on fera ensuite différents tests. Le matériel, c'est identique à celui que je vous ai montré dans la première vidéo, je vous invite à la revoir si besoin. Un capteur 3D de chez IFM au 3D 300. Un automate, une petite CPU S7-1200 de Siemens, les adresses IP que j'ai utilisées. La liaison sera de type Profinet, donc on a besoin des noms Profinet que j'ai indiqués. Au niveau logiciel, TIA Portal et Vision Assistant pour le paramétrage du capteur que je vous montre tout de suite. Nous voici dans IFM Vision. Alors, je vais me raccorder à mon capteur, celui que j'ai utilisé en dernier, que j'avais appelé caméra 1, adresse 3.8. Je me connecte. Connexion réussie. Je vais dans le menu application et je vais choisir le contrôle d'intégrité. Contrôle d'intégrité. Je vais éditer pour vous montrer. Aussi très important, j'ai placé cette application en numéro 1. On en aura besoin de ce numéro 1 tout à l'heure dans l'automate. Donc, éditer l'application. Les différentes étapes. Les conseils de montage. Alors, c'est préconisé de mettre le capteur au-dessus. Moi, je l'ai mis sur le côté pour une vision horizontale. Ça marche aussi très bien, vous allez voir. Ensuite, je détecte le manque d'objets. Je vais configurer une sortie out 1 pour m'indiquer si tout va bien ou pas. C'est juste pour avoir la LED orange qui s'allume. Au niveau de la source de trigger, je vais choisir interface process, ça veut dire que c'est l'automate qui va donner l'ordre de capture des images. Je vais choisir une application fixe, les objets ne vont pas bouger, donc pas besoin d'activer le commutateur. Et je ne vais pas faire de tracking, c'est-à-dire un suivi de la position, donc off également. Au niveau de la zone de recherche, je suis juste à côté de mon bureau. Je vais placer 3 objets sur l'étagère. Vous les reconnaissez. Sur la gauche, une bouteille. Au milieu, une peluche qui ressemble à un éléphant. Et à droite, une statue. Je choisis au niveau du type de recherche, la grille manuelle et je vais ensuite générer des zones comme j'ai envie à partir de points que je peux déplacer. Là, 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 bon bref, je fais ce que j'ai envie pour détecter les différentes zones, donc 3 zones pour les 3 objets. Je fais optimiser. Ensuite, je fais une détection d'apprentissage avec tous les objets présents. Apprentissage. Et ensuite, je fais un apprentissage avec un objet manquant. Voilà, je continue. Donc là, tout naturellement, on voit que les 2 objets à droite sont détectés, donc en vert. La bouteille manque, donc elle apparaît en violet. Et on voit ici, au niveau des graduations, que sur la gauche, le ROI 0 est beaucoup plus bas. Bien sûr, si je replace la bouteille, si je suis en run, on voit que les 3 objets maintenant sont présents. Je peux faire différentes choses. Je peux essayer de voir que chaque objet correspond à son emplacement. Donc ici, on voit bien en violet les 2 zones
où il y a un manque qui ne correspond pas aux formes mémorisées. Je vais remettre comme il faut. Voilà, j'ai tout repositionné correctement. On voit vert, vert, vert. On voit les barres ici qui indiquent la position finalement par rapport à l'origine et le seuil de déclenchement, donc la tolérance finalement que je m'autorise. Mais on peut voir également les résultats sous forme chiffrée. Je vais mettre dans cette vue et on a ici les valeurs par rapport au repère. Je vais jouer avec l'éléphant, donc le ROI1, pour vous montrer comment évolue cette valeur. Alors pour commencer en arrière, d'environ 10 à 15 cm, donc valeur négative sur l'affichage. Ensuite en avant, donc valeur positive, environ 10 cm. Voilà, eh bien, on va aller voir maintenant dans TIA Portal pour voir comment ça se passe au niveau de l'acquisition de ces valeurs dans la CPU. Au niveau du projet, eh bien, mon automate, une CPU 1212 standard, le capteur 3D dont il faut bien sûr posséder le fichier de définition GSD pour qu'il apparaisse dans le catalogue du matériel, voir ma vidéo, ma première vidéo pour la procédure, une liaison Profinet I/O entre les deux, donc il faut bien définir les adresses IP, les noms Profinet, là aussi voir ma première vidéo. Si on a fait tout ça correctement, eh bien le capteur apparaît comme étant une périphérie décentralisée, on le voit sur le Profinet I/O, donc tout va bien. J'en profite pour noter le numéro d'identifiant hardware ID là du 270 pour le capteur, je vais en avoir besoin. De tout le switch, je fais de la place. On va aller voir eh bien les fonctions utilisées. Donc j'ai utilisé deux fonctions dans un premier temps fournies par IFM, à savoir le trigger que l'on avait déjà vu là aussi dans la première vidéo, et la nouvelle pour le contrôle d'intégrité que j'appelle dans le main. Regardons comment ça se passe. Le trigger. Donc, il a besoin de connaître le hardware ID, donc le 270 que je vous ai montré. Il a besoin de connaître quand est-ce qu'on lance les captures. Donc, moi, je l'ai fait par exemple 2 fois par seconde avec la clock system de Hertz. Il a besoin de connaître le numéro d'application qui se trouve dans le capteur. Souvenez-vous, je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est le numéro 1. D'ailleurs, j'en avais qu'une d'application au niveau du capteur, donc c'est bien le numéro 1. Voilà, super. Ensuite, au niveau du contrôle d'intégrité, donc la fonction qui va bien, elle a besoin également de l'identifiant matériel et de savoir si on fait du tracking ou pas. Souvenez-vous, je n'avais pas fait de tracking, c'est-à-dire du suivi en mouvement. Et on va avoir un résultat. Eh bien, est-ce que, je me mets en ligne, est-ce que l'on détecte quelque chose ou pas? Et notamment le All ROI Good, c'est-à-dire est-ce que toutes les zones d'intérêt sont OK? Si c'est le cas, ça donne trou. Ben, regardons avec le IFM Vision pour mieux vérifier. IFM Vision, le voici, on est bien en mode surveillance. Au niveau de sortie out 1 qui signale un défaut, bah, pas de défaut, donc c'est bien éteint, c'est normal. C'est OK. Je vais remettre à zéro les statistiques. Voilà. Donc tout est OK, tout est OK, tout est OK. On remarquera, important pour la suite, le temps d'évaluation, 75 millisecondes, beaucoup plus rapide que la mesure de dimension que l'on avait vue dans la première vidéo. Je mets à l'échelle les couleurs. On va se rapprocher pour mieux voir. Donc voilà, je vais peut-être tourner.
Voici. Et là, donc, on reconnaît eh bien la bouteille à gauche, l'éléphant au milieu et la statue à droite. Au niveau des résultats, qu'est-ce que l'on a? On a, eh bien, OK, 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 avec des bonnes qualités et aux bons emplacements. Je peux le montrer sous cette forme également. On est très au-dessus du seuil, donc les objets sont bien placés. Je fais un peu de place pour montrer les deux en même temps. All good, voilà. Allez, moi je vais le faire comme ça. Et bien sûr, si jamais j'enlève un objet, ça devrait ne plus être good et l'objet manquant va apparaître non plus en vert, mais en manque. Je le fais tout de suite. Donc ROI 1 manque et on voit false qui apparaît au niveau de TIA Portal. Donc ben, tout correspond. Si je permute comme tout à l'heure, ça ne fonctionne pas non plus. Au niveau de l'automate, on peut se dire, mais alors j'ai que l'information de tout va mal. Eh bien, on va essayer de voir ça plus en détail. Pour ça, je vais faire de la place. Je vais l'éteindre, que je le remontrerai tout à l'heure. Et je vais aller chercher dans TIA Portal où se trouvent les résultats. Eh bien, les résultats, ils sont stockés dans le DB d'instance de ma fonction, c'est normal. DB d'instance, les petites lunettes. Et on voit quoi? Eh bien, on voit les différentes sorties, comme on les a vues tout à l'heure, mais on voit le contenu et les valeurs spécifiques aux zones d'intérêt, qui sont sous forme d'un tableau de 64. Alors là, c'est un bien grand nombre, hein. Moi, j'en ai utilisé que 3 zones d'intérêt, mais on pourrait aller jusqu'à 64. Et pour chaque zone d'intérêt, on a 2 valeurs. On a le statut, je rappelle que 7, ça veut dire un manque, 0, ça veut dire OK. Donc, par exemple, pour la droite, l'objet de droite qui est la statue, c'est OK. 1 mm par rapport à l'origine, donc tout va bien. Par contre, là, on a des manques. Je vais les remettre aux bons endroits. À quoi que non, je vous montre d'abord si je remets l'assistant, que les valeurs correspondent bien. Est-ce qu'on peut avoir tout en même temps? Voilà. Donc, on a bien moins 259 mm d'un côté, moins 329 mm de l'autre, et 2 mm pour le troisième. Et l'état, donc 0,77, que l'on pouvait voir d'ailleurs sous l'autre forme, mais je vais mettre les objets au bon endroit. J'ai mis l'éléphant légèrement en arrière. Vous voyez, il est trop décalé, donc il est considéré comme manquant. Je le sais comme ça pour le test. Alors on peut se dire, bon ben ok, tout va bien, mais on pourrait même faire encore autrement en disant, eh bien, est-ce que j'ai vraiment besoin des fonctions fournies, sachant qu'elles travaillent, vous voyez, sur des grosses quantités de données. Et on voit que ben, ça a l'air de ralentir un peu le process. Alors, ben oui, on peut faire différemment, tout simplement parce que je rappelle, je ferme cette fenêtre, qu'en Profinet, on a accès aux adresses, donc je remets la structure. Là, Profinet, et je vais regarder les propriétés des adresses. Donc les adresses, eh bien, partent de 68 jusqu'à 517. Normal, c'est le fichier GSD avec 450 octets. Et ces octets,
eh bien, il faut prendre la documentation pour voir eh bien, quelle est leur constitution dans ce mode de fonctionnement. Je le fais tout de suite. Manuel d'utilisation de l'OD300. Je vais dans transmettre les valeurs process via Profinet et j'ai le contenu de la trame avec les différents octets et à quoi ils correspondent. Donc tout naturellement, moi dans TIA, j'ai déclaré des variables à ces emplacements-là. Je vous montre variable. Voilà, voilà. Je fais un peu de ménage pour qu'on voit tout. Voilà, super. Donc octet 0, qui sont les premiers octets qui ne font pas partie de la trame proprement parlée, puisqu'elle commence à partir du start, c'est-à-dire les lettres S, T, A, R. Et ensuite, dans tout le contenu, donc j'ai déclaré les variables qui vont bien à ces emplacements-là. Si je fais une animation, eh bien, on voit lors du fonctionnement que eh bien, les valeurs sont fugitives, puisqu'en fait, elles sont transmises par trame, cadencées eh bien, par l'horloge que j'ai choisie. Et donc, parfois, vous voyez apparaître le start là qui passe. Et donc, les données, elles sont pareilles, elles sont fugitives au niveau des valeurs. Alors, bien sûr, pour voir quelque chose, il nous faut détailler ça et notamment utiliser une trace. J'en ai déjà préparé une trace. Voilà. Je fais de la place. Je relance une acquisition. Et on voit différents signaux. Je vais les détailler. Alors, le clock de Hertz, c'est le signal qui lance sur front montant eh bien, la capture d'image. On voit que le signal busy, donc occupé du trigger du capteur, eh bien, passe à 1, c'est occupé. Ensuite, down, la donnée est envoyée. Vous voyez que l'envoi, donc la durée ici, l'envoi de la trame peut être différent suivant les envois. Et la valeur qui se retrouve au niveau eh bien, soit de l'état transmis, soit des valeurs en millimètres que l'on peut analyser. Je vais faire un petit zoom pour bien montrer. Voilà, c'est pas mal là. Donc la donnée est disponible. Je vais mettre un petit curseur, donc un curseur à ce niveau-là. Donc là, état 0, ça signifie que c'est OK, la bouteille est présente. L'état 7, ça correspond à un manque, c'est l'éléphant qui est trop en arrière. 0, c'est la statue qui est bien placée. Ensuite, au niveau de cette valeur, on a moins 4, donc c'est la position de la bouteille. Ensuite, au niveau de la position de l'éléphant qui est en arrière, lui, on est moins 153. Alors, je vais mettre l'assistant pour voir exactement les valeurs et leur correspondance. Donc, moins 153, en effet, on retrouve bien les bonnes valeurs et les bons états. Intéressant avec la trace, eh bien, c'est que l'on peut déterminer les durées et donc pouvoir choisir la bonne fréquence de fonctionnement du capteur. Je enlève ça et je vais mesurer curseur. Il nous faut en gros entre le front montant qui lance le trigger et la réception d'une trame de 120 millisecondes. Ensuite, il y a la durée de la trame. Donc la trame 32 millisecondes. C'est ce qui doit correspondre d'ailleurs au cycle d'actualisation au niveau du périphérique I/O normalement. Enfin, je pense que c'est ça.
Si je vous remontre où c'était, configuration des appareils. Donc, pour lui, au niveau des options avancées, paramètres temps réel, cycle I/O, donc 32 millisecondes pour l'actualisation des données. Donc, vraisemblablement, ça doit correspondre à cette durée. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Un temps mort où on ne fait rien par sécurité, et ensuite on peut relancer une nouvelle acquisition. Donc là, vous voyez, ça fait 2 secondes, enfin 2 captures par seconde, clock de Hertz. On est loin des 25 qui étaient annoncés sur la fiche technique quand même. Mais bon, c'est relativement rapide de toute façon. Voilà, je pense avoir fait le tour. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.